De nos jours, la complexification de l'offre politique à travers la multitude de partis qui sont en compétition, ainsi que les nombreuses propositions faites à travers leurs programmes, ne permettent pas toujours aux citoyens d'avoir une idée claire et précise des enjeux. De plus, il n'est pas toujours aisé d'identifier le parti qui prône des valeurs auxquelles nous sommes plus ou moins proches. C'est dans ce contexte qu'entre en jeu un outil permettant d'y voir plus clair, le système des deux votes, plus connu sous le nom de test électoral. À travers ce podcast, nous tenterons d'en savoir davantage sur cette innovation. Dans un premier temps, nous en discuterons avec Benoît Rioux, professeur à l'Université catholique de Louvain et un des concepteurs de cet outil en Belgique. Ensuite, pour opposer son propos, Adrien Dricot, étudiant à l'Université de Namur et utilisateur du test électoral, nous donnera ses impressions suite à l'utilisation de cet outil. Bonjour Monsieur Rioux, première question, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le système des deux votes ? Bien, un système des deux votes, c'est une interface via un site web qui permet à des citoyens, des futurs électeurs ou électrices, de se confronter aux positions des différents partis politiques de la future élection et de voir leur correspondance, leur proximité, leur distance par rapport à ces différents partis politiques. Et ça leur permet donc d'avoir une information relativement fine sur le positionnement relatif par rapport aux différents partis. Très bien, merci. Question suivante. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le diagnostic de base qui a été établi et qui a conduit à la création, ou du moins à la possibilité de créer un tel outil ? Problème assez important, c'est que dans beaucoup de démocraties, en Belgique en particulier, l'offre politique est assez complexe. Les partis politiques ont des longs programmes. Et beaucoup de citoyens ne prennent pas le temps, ou n'ont pas le temps, ou pas l'accès pour consulter tous ces différents programmes. Et donc, toute l'intention d'un système des deux votes, c'est de rendre cette information plus compacte, plus accessible, et aussi d'une manière très, très importante, de manière assez neutre, qui garantisse une égalité entre les différents partis. Concernant l'élaboration d'un tel outil, pouvez-vous nous en dire quelques mots par rapport à sa conception, par rapport à la méthodologie ? Bon, l'élaboration d'un système des deux votes, c'est assez complexe si on veut le faire de manière robuste, solide. Il y a toute une série d'étapes techniques. Et une des étapes importantes, c'est la formulation bien précise des propositions politiques. Il faut les formuler de telle manière à ce qu'elles ne soient pas trop biaisées, trop orientées de manière idéologique, si vous voulez. Et il faut aussi qu'elles permettent aux différents partis politiques de se positionner. Et enfin, il faut qu'elles soient compréhensibles par un citoyen lambda. Tous ces critères sont difficiles à rencontrer. Très bien. Question suivante. Durant la période d'élaboration du système des deux votes, avez-vous rencontré certains freins ? Les freins sont multiples. Un des freins importants, c'est la réticence des partis politiques. Parce que les partis politiques souhaitent, lors des campagnes électorales, contrôler la communication et pouvoir gérer la communication vers les futurs électeurs. Le système des deux votes vient un peu contrecarrer ces plans. C'est un système qui échappe aux partis politiques, au contrôle de chacun des partis. Un autre problème, un problème important qui est rencontré, un écueil important, c'est une série de questions techniques pour que le site web soit, je dirais, bien construit, qu'il soit navigable, qu'il soit extrêmement bien présenté. Et ceci, donc, c'est un problème de moyens financiers. Il faut pouvoir travailler avec un opérateur qui fournit un outil extrêmement léché, extrêmement professionnel en termes de look et de navigabilité. Avez-vous rencontré des difficultés relatives au fait que des partis politiques ne jouaient pas forcément le jeu en divulguant leur programme électoral, par exemple ? Il y a différents cas de figure. Il y a des partis politiques qui sont petits et émergents et dont le programme n'est pas encore fort complet. Donc, ils peuvent être embarrassés par rapport à une série de questions sur lesquelles, simplement, ils n'ont pas encore de position. Dans ce cas-là, le parti désigne une personne qui va, en quelque sorte, inventer une position du parti sur la proposition, ce qui est un problème, évidemment. Autre cas de figure, un cas de figure assez fréquent, c'est lorsque un enjeu, une proposition, fait débat dans un parti ou crée un clivage, par exemple autour de questions éthiques, où il pourrait avoir des points de vue différents dans tel ou tel parti politique. C'est en fait assez fréquent en Belgique. Dans ce cas-là, le parti souhaiterait ne pas répondre à la question. Mais c'est un problème parce qu'alors le système des deux votes ne fonctionne pas bien. Donc on doit contraindre le parti à prendre une position.
Merci. Question suivante. Une telle innovation prend-elle du temps à être mise en place? Pouvez-vous nous en dire plus sur la question du calendrier, par exemple? Le calendrier est toujours tendu parce qu'il faut aussi obtenir les textes des partis politiques, les programmes des partis longtemps à l'avance et Ouais, avant même qu'ils ne soient validés par les congrès des partis. Parce d'accord. qu'on fait nous-mêmes un traitement extrêmement fin de ces programmes, de ces futurs programmes de partis politiques. Il est très tendu aussi, le timing est très tendu aussi parce que les partis politiques sont réticents et je dirais font un peu traîner les choses Ouais. et parfois souhaitent, enfin espèrent éviter de répondre à certaines questions. Et au final, il est arrivé que nous devions faire pression sur tel parti en disant attention, on va vous laisser en dehors de l'outil. D'accord. Et en général, ce genre de pression fonctionnait. Et quel est l'intérêt pour un parti politique de participer à une telle innovation? Pour un parti politique, c'est une opportunité d'avoir plus de visibilité, de toucher des électeurs qui autrement n'iraient pas voir le programme. Mais attention, parfois ça offre une information plus complexe à l'électeur, plus nuancée. Et donc, on n'est pas dans le registre de la propagande ou de l'information Bien vers sûr. un seul parti. Et c'est donc pour cela que les partis voient ceci avec une certaine réticence. Concernant la faculté que le système des deux votes pourrait faire changer le vote d'un citoyen, avez-vous des données permettant de confirmer ou réfuter cette information? L'étude qu'on a menée montre que les utilisateurs d'un test électoral sont mieux informés après l'usage du test. Et D'accord. donc, ça peut leur permettre potentiellement de modifier leur comportement électoral, donc de voter pour un parti pour lequel il n'est pas encore voté. Mais dans les faits, ce n'est qu'une petite proportion qui va modifier son comportement électoral. Donc on peut considérer que c'est plutôt qu'un système de vote a plutôt une vertu plus générale d'améliorer l'information, disons, politique du citoyen. Très bien. Question suivante. Quel bilan tirez-vous du système des deux votes et de son utilisation? Je pense que le bilan est toujours mitigé lorsque l'ambition est élevée. En positif, on pourrait dire qu'il y a eu une très forte utilisation et donc il y a eu effectivement une large diffusion d'informations à travers la population. On parle quand même de plus de millions d'utilisateurs au niveau belge, donc c'est vraiment un grand succès. Et donc on peut vraiment dire objectivement que ça a apporté de l'information sur les programmes des partis aux citoyens. Et cette information, elle est rigoureuse et elle n'est pas biaisée, elle n'est pas orientée. C'est dans une démocratie, je pense, une grande vertu, En effet. surtout dans un système multipartisan comme la Belgique. En négatif, on peut considérer qu'il y a toute une série de limitations techniques, même de contenu. Il apparaît que parfois les partis politiques ont des réponses un peu stratégiques et malgré nos contrôles, parfois parviennent un peu à éluder une série d'oppositions. D'accord. Un autre problème, une autre limitation assez importante, c'est que l'information reste relativement complexe. Au final, on a fait le choix que le test électoral indique le degré de proximité avec jusqu'à 6 ou 7 partis, et voire davantage à Bruxelles, évidemment, puisqu'il y a le Oui. parti francophone et néerlandophone. Et donc l'information que reçoit l'électeur, le futur électeur, la future électrice, reste assez complexe. D'accord. Et une étude qu'on a menée a démontré que lorsque un électeur reçoit une information assez complexe, qui peut comporter des éléments un peu contradictoires, parfois ça va le mener à plus d'incertitude, voire éventuellement à des formes d'abstention électorale. D'accord. Je voudrais revenir désormais sur le profil des utilisateurs du système des deux votes. Y a-t-il des données qui permettent d'identifier des catégories sociales qui seraient davantage utilisatrices de cet outil? Il y a toujours un biais sociodémographique lorsque l'on développe un outil en ligne. D'accord. Donc typiquement, le profil des utilisateurs d'un test électoral sont, comme en fait tout usage d'Internet, sont plus éduqués que la moyenne, plus jeunes que la moyenne, un peu plus masculins que la moyenne aussi. Donc il y a des biais sociodémographiques évidents. Ça veut dire aussi que les personnes les plus périphériques, les moins éduquées, qui ont le moins accès à la technologie, on parle souvent d'une fracture numérique, etc., ont forcément moins accès à ce genre d'outils-là. Donc il y a un problème, cet outil n'est pas conçu pour toucher des strates moins favorisées de la société. Maintenant que nous avons eu la position du concepteur de l'outil, tentons de voir qu'en pense un des utilisateurs. Bonjour Adrien, comme je l'ai dit en introduction de ce podcast, vous êtes étudiant à l'Université de Namur et utilisateur du système des deux votes. Pour commencer, je voudrais vous poser une première question. Par quel moyen avez-vous entendu parler du système des deux votes, plus connu sous le nom de test électoral?
Alors, je pense que c'est en ayant vu une story d'un ami à moi qui est pas mal impliqué dans la politique à Bruxelles et qui avait, au moment des élections fédérales, voilà, fait une recommandation sur ce site pour ceux qui ne savaient pas trop quoi voter. Et vu que c'était important pour lui, voilà, il l'avait mis en story Instagram et j'avais été voir sur ce site du coup. Ok, et par rapport à l'année, est-ce que vous vous souvenez, c'était dans le cadre de quelle élection fédérale, régionale plutôt Les dernières élections fédérales. Ok, parfait. Et quelle a été votre impression concernant cet outil? Alors, je trouvais que le but de base était très intéressant. J'ai cliqué sur le lien justement parce que ça m'intéressait, même si je pense j'étais déjà pas mal informé, c'était voilà, plus pour tester l'outil. Euh, Après, au moment de remplir la question, je trouvais que le choix dichotomique, parfois très blanc ou très noir, se prêtait pas toujours parfaitement à la réalité. Et je pense qu'il du coup, il a ses limites en termes voilà, de nuances. Adrien souligne un point négatif au système d'aide au vote, le fait de devoir répondre selon une logique binaire. C'est un élément sur lequel nous reviendrons plus tard dans la discussion, en tentant de confronter cette impression à celle de Benoît Rioux. Est-ce que vous pensez que cet outil permet d'améliorer la participation des citoyens aux scrutins électoraux et d'améliorer la démocratie en général? D'améliorer la participation, peut-être, oui, parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui votent au non, c'est-à-dire enfin, à l'aura. Voilà, hein, peut-être quelqu'un qui est plus présent médiatiquement, un homme politique plus présent médiatiquement, va peut-être récolter des voix des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Je pense aussi que ça peut faire réfléchir les gens. Du coup, même si la question, on y reviendra plus tard, comme vous l'avez dit, est dichotomique, le sujet peut faire réfléchir les personnes, du coup, se renseigner peut-être sur quel parti, à quel point de vue, justement sur ce sujet-là. Du coup, je pense que ça pourrait permettre, oui, peut-être des personnes plus averties et du coup plus participatives aux élections. D'accord. Et je vais revenir sur un des éléments qui a été considéré par un des concepteurs comme un frein. C'est vraiment la fracture numérique par rapport aux citoyens qui n'ont pas forcément accès à Internet et qui du coup seront par conséquent moins informés sur les programmes de parti à travers cet outil. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Est-ce que vous rejoignez cette position ou pas du tout? Je pense que si le but principal était peut-être d'aider les plus jeunes, peut-être voilà les 18-25 ans, pour qui c'est la première ou deuxième fois qu'ils votent, qui sont pas très renseignés, je pense que là, il va atteindre son public. Si le but était de toucher encore les tranches d'âge plus élevées, je pense déjà que même politiquement, elles ont déjà leur avis depuis plusieurs années, et du coup, peut-être que ça les intéresse moins de remettre en question tout ça. Je pense que tout le monde est assez têtu en ce qui concerne leur avis politique. Du coup, tout dépend du public qu'ils espéraient toucher au départ, mais effectivement, je pense que un gros pourcentage va être les plus jeunes d'entre nous. Ok, et je vais revenir par rapport à votre expérience personnelle. Suite à ce test, est-ce que vous vous êtes senti mieux informé sur les programmes des partis? Oui et non. Là, c'est beaucoup plus personnel, mais vu la nature des questions qui étaient parfois très tranchées, j'avais un peu l'impression que, au final, à part les partis des extrêmes qu'on pense souvent, aucun parti n'était aussi tranché dans les questions. Du coup, voilà, enfin, on revient à cet aspect de nuance. Mais voilà, quand on parle par exemple d'une question, si je peux donner un exemple sur les aspects migratoires, ben voilà, il n'y a aucun parti qui dit nous c'est 0% de migrants en Belgique, on ferme tout, ou nous c'est tout le monde peut rentrer. Et du coup voilà, on sait que de base ces questions-là sont dans les programmes, mais est-ce que ça informe vraiment sur quel parti a mis quoi dans son programme? Je ne pense pas personnellement. D'accord. Et suite à vos réponses à ce test, est-ce que le classement qui a été proposé par l'algorithme à la fin des 30 ou 35 questions auxquelles vous avez dû répondre correspondait bien à votre sensibilité politique, sans bien sûr la citer dans de souvenirs? Alors, vu que je prône la nuance, le classement était également très nuancé. Du coup, ça correspond plutôt à ce que je prône, mais les premiers du classement n'étaient pas spécialement ce vers quoi je me dirige lorsque je vais aux urnes, mais avec très peu de pourcentage de différence. D'accord. Et y a-t-il des domaines ou des sujets que vous estimiez qui devaient être davantage traités dans les
dans le test électoral, par exemple, davantage de questions sur l'aspect socio-économique ou l'aspect sécuritaire, par exemple, ou est-ce que vous trouviez que la répartition entre les différents thèmes était plus ou moins égale? Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'aspect écologique et l'aspect international. Et comme oui, vous venez de citer, l'aspect socio-économique, beaucoup moins, tout ce qui est profession libérale, enfin voilà, l'aspect beaucoup plus privé peut-être des D'accord. choses. Et voilà, peut-être, je trouvais qu'il était fort basé sur les thématiques en mode du moment, du coup, oui, comme j'ai dit, le climat, l'environnement, la migration. Et voilà, c'est ce qui m'a principalement marqué dans le questionnaire. D'accord. Je vais revenir sur la discussion qu'on a eue par rapport à la difficulté de répondre à une affirmation par je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et justement, est-ce que vous pensez cette possibilité de répondre de manière binaire, dichotomique, vous permet de pouvoir répondre sans hésitation? Non, pas du tout. À chaque fois, la question se pose de dire c'était tellement tranché que de dire je suis d'accord ou pas d'accord. Non, on y réfléchit. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté, même malgré qu'on y répond tout seul, il y a un côté aussi, je peux pas, enfin, comment expliquer? Pour d'un point de vue éthique, je peux pas mettre je suis pas d'accord avec ça ou je suis d'accord avec ça. Il y a quand même une espèce d'autocensure pour se dire non, je peux pas penser ça. Enfin, un biais cognitif là-dedans. Ah, Du coup, pour les questions les plus tranchées, il y a chaque fois une réflexion. Et je pense, enfin, en ce qui me concerne, parfois qu'on n'ose pas répondre notre vraie vérité en s'auto-censurant. Dans son témoignage, Adrien nous fait part de sa difficulté de répondre au test électoral selon une logique binaire d'accord, pas d'accord. C'est bien évidemment sa position en tant qu'utilisateur. Mais que pense Benoît Rioux de cette remarque en tant que concepteur de l'outil? Nous avons conçu les propositions pour qu'elles puissent être binaires. Donc, il y a tout un travail qui est fait en amont. Ce qui permet de traduire une forme de complexité et de nuance, c'est l'addition des questions. Quand on répond à 35 questions binaires, mais qui chacune ont un contenu bien balisé, on reçoit quand même une information relativement nuancée sur le profil de chaque partie. Si vous pouviez suggérer une autre manière de répondre aux questions, quelle serait-elle? Au lieu de répondre par d'accord, pas d'accord, auriez-vous une autre idée à suggérer? Peut-être pour les questions les plus tranchées, un bouton avant même de répondre plus d'informations. Et du coup, là, par exemple, avoir une liste des partis et peut-être un résumé en quelques phrases de ce que le parti avance sur cette question-là. Ou voilà, quelque chose peut-être de plus concret et pas juste un oui ou un non, mais peut-être, oui, voilà, dans les programmes qui sont proposés à cette question-là, qu'est-ce que les partis en disent? Et je pense que dans les questions les plus délicates et les plus délicates, je pense que ça peut être intéressant peut-être de voir vraiment la nuance parce que les mots sont importants dans certains domaines, je pense. Adrien nous suggère un autre moyen de répondre au test électoral. Mais est-ce vraiment possible? Voici un élément de réponse. Il y a deux questions distinctes. Il y a la question technique de la forme que prend la proposition et les modalités de réponse. En fait, si on crée des catégories plus nombreuses, par exemple, on offre 5 catégories de réponses ou une échelle de 0 à 100, ça requiert encore plus d'informations, encore plus de compétences de la part du répondant. L'objectif ici, c'est de rendre l'information relativement simplifiée et accessible à un citoyen qui a un niveau d'information politique, on va dire, moyen. L'exemple d'échelle me fait penser qu'au final, il y a plusieurs questionnaires où si la question est posée, il y a plusieurs choix de réponse, mais justement, voilà, si on prend le point de vue des migrants, peut-être mettre en espèce de QCM des propositions politiques sans dire de quelle partie elles viennent au moment où on répond, mais voilà, de choisir la proposition politique qui correspond mieux à ce qu'on veut. Du coup, pas spécialement une forme d'échelle plus large, mais juste mettre des phrases et qu'on choisisse en fait la phrase qui correspond mieux à nos opinions politiques. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, pour vous, le test électoral parfait serait d'intégrer différentes manières de répondre selon les questions, selon les thèmes, alors? Oui, c'est ça. Suivant les questions, je pense qu'il y a des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non, par d'accord, pas d'accord. Mais il y a certaines questions du coup qui demanderaient peut-être plus de liberté dans le choix. D'accord. Et que répondriez-vous alors
à la réponse d'un concepteur qui vous dirait, par exemple, que pour l'algorithme, c'est compliqué, voire impossible de calculer en fait votre position ou votre degré d'affinité à un parti si les réponses ne sont pas toutes apportées de la même manière. Si pour certaines questions, on peut répondre de manière oui ou non, ou d'autres où c'est un peu plus nuancé, est-ce que vous pensez que l'algorithme, lui, saurait calculer votre position de manière plus fine et plus proche? Si dans les questions où il y a plusieurs propositions de réponse du coup écrites, ils mettent en soi une réponse qui est sortie du programme du MR, une réponse qui est sortie du programme du PS, une réponse qui est sortie voilà, de plusieurs parties, dans l'algorithme derrière, elles seront reliées directement à un certain pourcentage, à une couleur politique. Du coup, sans que ce soit lié aux yeux du répondant, que ce qui répond est dans le programme du PS, peut-être que dans l'algorithme derrière, voilà. Et si une réponse peut correspondre au programme de défi et du MR, voilà, mettre dans l'algorithme derrière une espèce de concordance derrière cette réponse. D'accord. Question suivante. Est-ce que vous pensez que le système d'aide au vote est plus ou moins pertinent selon le niveau de pouvoir auquel se situent les élections? Je pense qu'au plus l'élection est générale, du coup voilà, européenne et fédérale, plus le test est pertinent. Parce qu'au final, si on descend tout en bas de l'échelle au communal, je pense que là, on perd l'usage de ce test. Limite, chaque commune devrait faire du coup ce test avec des questions propres aux problèmes de la commune, parce que un parti communal n'a pas toujours les mêmes valeurs et les mêmes enjeux que ce même parti au fédéral. Du coup, au plus c'est général, au plus le test est pertinent. Ok. Et de manière générale, est-ce que vous conseilleriez quand même cet outil à votre entourage? Oui, je le conseille. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Je pense, comme je l'ai dit, qu'il peut être amélioré, mais c'est une bonne chose. Après, je pense, comme toute information, et c'est peut-être un des plus gros problèmes de notre société, c'est que ça donne une information, ça donne pas une vérité, et elle est à croiser avec d'autres informations qui sont les vrais programmes de parti, qui sont voilà la presse, qui sont toutes les sources d'informations. Si on fait ce sondage-là juste avant d'aller voter et qu'on vote juste le résultat de ce sondage, là, il perd de son importance. Mais en tout cas, il est à conseiller s'il est à croiser avec d'autres informations. Et en effet, c'est ce qu'un des concepteurs de cet outil disait, c'est que le système d'aide au vote était davantage vu comme un complément d'information qu'un réel outil qui permettait de complètement changer en fait son opinion et changer son vote. Donc je suppose qu'à cette affirmation, vous êtes donc d'accord avec l'objectif qui a été mis en place, qui a été proposé par les concepteurs? Je suis tout à fait d'accord, et ça devient de la responsabilité personnelle du coup des personnes qui utilisent cet outil de se renseigner sur le côté, mais ça, effectivement, c'est compliqué de le contrôler. D'accord. Un des éléments qui a été mis en avant par le concepteur, c'est une certaine réticence de la part de certains partis politiques à participer en fait à ce test électoral et donc à ne pas divulguer forcément leur programme, parce que tout d'abord, la mise en place d'un tel outil prend énormément de temps, donc et des fois, les partis n'ont pas encore vraiment divulgué leur programme. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation, ou du moins de cette idée que les partis politiques ne jouent pas le jeu, en fait? Ne joueraient pas le jeu, plutôt? Alors, déjà, je pense que si ils ne jouent pas tous le jeu et qu'on lance quand même l'outil, ça va biaiser les résultats, parce que si certains partis n'y ont pas participé, ça veut dire que dans les résultats, on va avoir qu'une liste fermée de partis qui sont proposés. Et du coup, ça risque de biaiser les élections si l'outil est utilisé à très large audience. Du coup, ça, c'est le premier problème. Après, si les partis ne veulent pas participer à cela, c'est peut-être parce que certains se rendent compte que leur opinion politique, s'ils sont dévoilés au grand jour et de manière factuelle, risque en fait de leur faire perdre. Beaucoup jouent sur leur réputation plus que sur leur programme. Du coup, le programme en tant que tel risque de leur faire perdre des électeurs plus qu'en gagner. Du coup, je pense que voilà, enfin, je suis personne pour dire ah non, ils devraient participer, mais voilà, du coup, je peux peut-être comprendre pourquoi ils ne sont pas tous motivés.
D'accord. Mais par exemple, dans le cas de la Belgique, tous les partis finalement ont participé et le concepteur affirmait, m'a même dit qu'il a fallu faire un peu pression sur certains partis pour qu'ils divulguent leur programme en avance de sorte que l'algorithme puisse un peu traiter, qu'il puisse traiter les sujets, faire les affirmations. Mais par exemple, dans la littérature sur ce type d'outil, sur cet outil, dans certains pays où il y a des partis émergents, des petits partis qui sont assez récents, qui n'ont pas forcément de programme clair, rédigé comme les grands partis. Justement, il pouvait y avoir un biais dans le sens où les petits partis, eux, répondaient stratégiquement de sorte que la réponse puisse toucher un plus grand nombre d'électeurs. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça, si vous comprenez, si vous trouvez que justement ça biaise totalement. Je pense que plus il va être utilisé, plus il risque d'y avoir des biais dans ce genre d'outils, parce que ça va devenir un outil de campagne comme une autre, et du coup, il va falloir, dans les programmes des partis, faire un maximum, enfin, s'arranger un maximum pour que ça corresponde au sondage, pour que les gens, quand ils répondront, aient le maximum de pourcentage de correspondance au parti. Du coup, je pense que oui, plus il va être utilisé à large audience, plus les plus gros partis vont en profiter et essayer de gratter des voix là-dessus aussi. D'accord. Et alors, je vais bientôt conclure. Par rapport à l'aspect médiatique de cet outil, est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment mis en avant ou qu'il mériterait justement d'être davantage connu et médiatisé en fait pour les citoyens? Je pense que s'il est trop utilisé, ça pourrait devenir un danger, comme je l'ai expliqué justement, ça pourrait apporter des soucis dans l'objectivité des partis. Je pense justement qu'il doit rester assez de niche où il doit être utilisé par les personnes qui ne savent pas. Et si elles ne savent pas, elles vont se renseigner et elles vont tomber sur l'information parce qu'elle est assez facile à trouver. Je ne sais pas quoi voter en Belgique. Je pense que ce type de sondage ressort assez vite sur n'importe quelle recherche Internet. Tandis que s'il est motivé pour chaque personne, là, on va tomber dans le jeu des partis de maximiser au mieux leur pourcentage à ce questionnaire. Ok, super. Je vous remercie pour vos réponses et votre opinion assez nuancée et très intéressante. Et merci beaucoup. Merci à vous. Après avoir entendu l'opinion d'Adrien, nous pouvons dire que le système d'aide au vote est un outil positif dans son ensemble, bien qu'il comporte certaines limites que même un de ses concepteurs, Benoît Rioux, reconnaît. De manière générale, le système comporte de nombreux points positifs, notamment en termes de traitement de l'information relative aux partis politiques et leurs programmes, et permet dès lors que le citoyen soit informé de manière plus facile et rapide, l'outil faisant au préalable tout ce travail de recherche. Dans le cadre de ce podcast, laissons le mot de la fin à Benoît Rioux sur le bilan qu'il tire de cet outil et en mettant en avant l'importance et l'effet vertueux de son traitement médiatique. Outil qui offre une couche d'information supplémentaire, mais qui ne se substitue pas à d'autres formes d'information. La discussion entre citoyens, les différents mass médias classiques. Et lorsque ce qui est vertueux, c'est lorsque des médias plus classiques reprennent des items du test électoral et ouvrent un peu le débat sur des points importants. C'est ce qu'ont fait une série de médias plus classiques comme la RTBF le soir et du côté flamand également.